Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour terminer avec vous ma lecture du roman Le Surmal d'Alfred Jarry. Alors si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, vous pouvez aller sur le site D8 Replay, Voyage au bout de la nuit, et n'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je reprends ma lecture au milieu du chapitre 6. Le général réclama de plus amples explications, mais les pas de Marcueil se perdaient déjà dans le vestibule. Batibus, soupçonneux sans savoir pourquoi, se glissa sur le perron. Marcueil n'y était plus, mais le docteur vit partir et entendit rouler la voiture. Il ne découvrit point que Siccaré, glorieux et seul, le gendarme. 10 minutes après, 11 heures sonnaient. Le maître d'hôtel ouvrit les portes de la salle du souper. L'Indien n'avait pas encore paru. Les 7 filles, au bras des hommes, s'avancèrent. Il y avait une rousse svelte à la chevelure de cuivre, 4 brunes au teint pâle ou doré, 2 blondes, l'une petite avec des bandeaux cendrés, l'autre grasse avec des fossettes partout et un teint d'émail. Elles répondaient aux prénoms pudiques, qui n'étaient peut-être pas les leurs, mais auxquels elles répondaient toujours. d'Adèle, Blanche, Eupure, Herminie, Irène, Modeste et Virginie, suivis de noms de famille trop fantaisistes et magnifiques pour qu'il soit nécessaire de les mentionner. 3 étaient venus en robe montante, les plus hermétiques qu'on pût voir, mais qui s'ouvraient par une seule agrafe. Et dessous, elles étaient toutes nues. 4, observant la mode de ce jour-là, avaient une pelisse de chauffeuse, et quand on les en eut débarrassées dans le vestibule, elles s'exhibèrent moins vêtues que brodées de dentelle. Enveloppe diaphane, qu'Herminie appelait, d'un ton propre à surexciter les vieillards, son par-dessous. Soudain, d'un pas rapide, à la fois traînant et léger, glissa dans le corridor. « Voilà Marcueil, dit Batibus. Il aura oublié quelque chose, ou aura renoncé à partir. »« Il revient à temps, dit le général. Nous attaquons seulement. » La porte s'ouvrit et l'Indien parut. Quoique cette arrivée fût attendue, il eut un instant de stupeur. L'homme qui entrait était un bel athlète, de taille ordinaire, mais de proportions incomparables. Il était glabre, ou exactement rasé ou épilé, le menton court et fourchu. Ses cheveux très noirs, drus et lisses, étaient plaqués en arrière. Sa poitrine était nue, découvrant un signe sous le sein gauche, et sa peau couleur de cuivre rouge, mais d'une teinte mate et comme poudrée. Il était drapé sur une épaule et à la ceinture d'une fourrure entière d'ours gris, dont la tempête énorme pendait sur ses genoux. Dans ce baudrier, rude, étaient passés un calumet et un Thomas Hawk. Il était guêtré et chaussé de houseaux et de mocassins en cuir jaune et souple, garni de piquants de porc-épic. Il arriva qu'il leva un bras et on distingua tatoué en bleu sur l'épiderme poli à la pierre ponce de son aisselle le totem du lama. On remarqua que ses aisselles et ses jarrets étaient en saillie de muscles et non en creux, conformation qu'on a pu observer depuis le célèbre souleveur du poids Tomatopam. « Le bel animal !» s'écrièrent spontanément les femmes. Elles ne parlaient pas bien entendu, du lama, grossièrement dessiné, mais de l'homme. On est toujours pour les filles un bel animal quand on montre un peu de chair nue. L'Indien ne dit mot, se mit à table sans les regarder, et comme une personne naturelle, et même 4, mangea. Chapitre 7. Dame seule. Un peu avant minuit, les filles, par une sorte de pudeur, peut-être des allusions des hommes, si discrètes fussent-elles, mais qui leur devenaient plus sensibles à mesure que l'heure de les justifier s'approchait. Irritées surtout de l'impassibilité, mohicane de l'Indien, les filles s'esquivèrent et s'évadèrent au hasard des détours du château. Elles gravirent un étage et se trouvèrent sans préméditation dans une spacieuse galerie, la galerie des tableaux qui régnait à mi-hauteur du hall réservé aux recors. Et il y avait eu communication à l'époque ancienne où cette vaste salle servait à des spectacles.
qu'on se figure une loge immense au premier étage d'un théâtre, mais dont la vue sur la scène aurait été murée. Arrivée là, il leur parut presque qu'elles fussent chez elles, puisqu'elles y étaient seules. Comme des perruches de la cage desquelles on s'est éloigné, elles commencèrent des papotages cristallins et délicieusement faux, tels qu'on peut s'imaginer les notes d'instruments d'amour qui s'accordent. En bas, des violons parallèlement préludés. Il va sans dire qu'elle parlait de tout, sauf de ce que à quoi elle pensait de toutes. L'Indien. « Mes chers, disait Blanche, on n'a rien inventé de plus merveilleux que de reprendre les modes d'il y a 20 ans. Le système des 4 jartelles au corset, 2 sur le devant et 2 sur le côté. Celles de devant perdent de la place et du temps, observa Irène. Ça m'est égal, reprit Blanche. J'ai eu le droit de dire que c'est très bien parce que moi, j'en porte pas. Et elle releva sa jupe pour exhiber ses chaussettes noires à baguettes roses. Elle la releva même beaucoup plus haut qu'il n'était nécessaire. « Tu mets des chaussettes ?» dit Modeste. « Le sauvage, je ne sais pas ce qu'il porte. On dirait des bottes d'égoutier avec des piquants. »« Nous y voilà, dit Blanche. Je n'y pensais pas, mais ne blaguez point. C'est un type rudement beau. Moi, je le trouve trop peinturluré, dit Virginie. Il devrait se faire blanchir. » Ce qu'elle a le sens de la lessivité développée, dit Herminie. Vous aurez toute facilité, chère madame, de le dépeindre tout à l'heure. On ne blanchit pas les nègres, renchérit Upure. Comment, tout à l'heure? Après vous, dit Virginie. Et s'il en reste? Car il paraît, m'a dit le général, que nous devons y passer par ordre alphabétique. S'il reste quoi, dit Adèle? De la peinture? Je suis la seconde, constata Blanche. Mais ce sera peut-être déjà une sinécure. Quelle histoire cocasse, ça ne marchera pas, dit Irène. Félicitations, la première mariée, dirent les 6, faisant de grandes révérences à Adèle. Un bruissement courut sur le palier. Chut, on monte, murmura Adèle. Ça doit être lui, dit Virginie. Il fait pas mal de se dégeler, il n'a desserré les dents que pour souper. Il a de belles dents. Il ne doit mâcher en temps ordinaire que du verre cassé, fit Herminie. Du verre pilé, s'il fait ce qu'on dit, corrigea Irène. Chut, reprit Adèle. La même pas léger et rapide qui avait annoncé la venue de l'Indien, même plus léger et plus rapide cette fois, se rapprocha. Quelque chose comme une nudité ou une soierie frôla la porte. Sa peau d'ours fait un bruit de robe, dit Blanche. Ils sont drapés comme des femmes dans ce pays-là. Et plus décolletés, chuchotèrent des voix. La serrure fut fouillée, les femmes firent silence, la porte ne s'ouvrit pas, les pas redescendirent. Un trottinement de talons claqua et un éclat de rire bizarrement argentin décrut. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» fit une des femmes. « Il n'est pas poli, le sauvage. »« C'est intimide. Et Joseph, vous n'oubliez pas votre peau d'ours ?»« Il n'a pas d'usage, expliqua Virginie, qui se piquait d'éducation. »« Pourtant, il a casqué comme un roi nègre, » dit une autre. « Au son montreur a casqué pour lui. »« Quelle horreur !» dirent plusieurs. « Mais c'est vrai qu'il a été chic. Il venait peut-être nous faire signe. »« Il va être minuit, si nous descendions, mesdames. »« Descendons ?» firent-elles toutes, reprenant des chapeaux jetés sur des meubles. « Aide-moi, Virginie, dit Adèle. Cette porte est d'un dur. » Elles essayèrent une à une d'ouvrir, puis elles poussèrent tout ensemble. Si absurde que fût l'évidence, elles étaient enfermées. « C'est idiot, dit Virginie. Ce sauvage qui ne sait pas le français doit n'avoir jamais vu de serrure. Il l'a manœuvré à l'envers. Il a cru nous ouvrir. »« Il faut appeler, dit Modeste. » Des voix pas encore effarées clamèrent « Hé, monsieur, sauvage, Iroquois, chéri !» Minuit sonna. L'horloge devait se trouver immédiatement au-dessus de la galerie. Car son bourdonnement emplit la longue pièce, le lustre se balança, les cadres tremblèrent et un vitrage près du plafond vibra. « On va venir vous chercher, dit Adèle. Attendons. »« Tu es pressée, toi, qui commence ? Nous autres, nous avons le temps, dit Blanche. » Dans une attente entrecoupée de petites crises nerveuses,
Elles entendirent sonner le quart, la demi, les 3/4 et 1 heure. « Qu'est-ce qu'ils fichent là-bas » dit Modeste. « Ils ont dû nous entendre pourtant. Nous entendons bien la musique. » En effet, à des intervalles irréguliers, les notes les plus aiguës des chanterelles montaient comme des clochers percent un brouillard. De nouveau, elles crièrent jusqu'à devenir rouges et fondre en larmes. « Passons le temps, dit Adèle, qui voulut paraître calme et se promena devant les tableaux. « Mesdames, nous sommes ici au Louvre. Ce grand monsieur qui a une perruque blanche est un grand sabre représente. »« Représente » dit Irène. « Je ne sais plus. » Et Adèle pleura. Les portraits avaient tous l'air paterne de vieux monsieur qui viennent de mettre en pénitence de petites filles. Ils se manifestaient, eux, aucune impatience de sortir. À leur âge, on était plus des gens pressés. Une fille se lança contre la porte, haute et lamée de fer, et tambourina. Comme déclenchés par l'ébranlement de ses petits poings, les 4/4 et 2 heures carillonnèrent. « dit Virginie, je me couche. » Elle s'étendit sur une console dorée, les pieds dépassant au bout, les coudes derrière la tête et les seins à l'air. Blanche la regardait de loin, assise sur un bahut, les mains sournoisement occupées sous sa jupe, jambes ballantes. « Mesdames, dit Blanche, et elle hésita, il me semble qu'on se passe de nous. Il lui en faut peut-être d'autres. Ils ont peut-être commencé. Ta bouche, bébé, jeta la grande Irène droite et furieuse. Elle ne sut pas elle-même comment elle arriva pour la faire taire à lui fermer la bouche avec la sienne. Modeste, après avoir tourné par la galerie en sanglotant, vint abattre sa figure désolée sur le sein de Virginie. Quand elle se releva, il restait un cercle humide sur le corsage, maintenant transparent, et qui laissait voir une pointe rose, un cercle qui n'était pas imprimé par des larmes. « Il fait trop chaud, dit Irène, et des dentelles volèrent. Qu'on ouvre plus maintenant. Des hommes, je suis en chemise. » Tu n'as qu'à l'ôter, dit Eupure. Et la main du pur l'empoigna par la nuque. C'est ainsi que peu à peu, les sanglots devinrent des soupirs et que les boucles tourmentèrent d'autres réalités que des mouchoirs pleins de larmes. Les piétinements rageurs se turent sur le tapis, parce que les pieds étaient nus. Virginie, sans vergogne, puisqu'on ne pouvait sortir, improvisait un murmure de source sur la laine peinte, dans un angle. Plus tard, seulement, un peu avant 3 heures, la lumière électrique disparut. Ce fut comme si les vieilles gens de portrait s'en étaient allés sans bruit. Mais les mains tâtonnantes ne trouvaient pourtant pas de porte. À la recherche d'une issue, elle se heurtait à cette dérision une bouche ou un sexe. Puis, l'aube fut bleue et arrosa de frissons les corps moites. Ensuite, le soleil balaya du haut du vitrage près du plafond le tapis souillé. Il fut midi et la sonnerie se répéta qui avait inauguré l'emprisonnement. Les filles eurent faim et soif et se battirent. Une mangea un étui de raisin pour les lèvres et une autre cuisina un pain parfumé, salé, cru et exécrable avec des larmes de la salive de la poudre de riz. Il fut 1 heure, il fut toutes les heures. Il fut 11 heures du soir et la musique lointaine picota le silence, aussi confusément que des doigts énervés s'épertuent après un jet d'aiguille. L'électricité ne s'était pas rallumée. Mais une lumière venant de côté et qui n'était pas celle du jour se diffusa par une vitre dépolie, très haut. Les femmes hurlèrent, se réjouirent, s'embrassèrent, se mordirent, empilèrent et escaladèrent des tables, culbutèrent 2 ou 3 fois, et enfin, un poing cuirassé de bagues, mais qui saigna, étoila le carreau. Les femmes nues, dépeignées, défardées, affamées, en rutes et sales, se ruèrent vers la petite fenêtre, ouverte sur la lumière et sur l'amour. Car le châssis de fer, infranchissable mais permettant de voir, était la seule séparation entre la galerie et le hall de l'Indien. Quoique le second minuit fût passé, il leur sembla tout naturel, elles y pensaient depuis tant d'heures et si longues, de le trouver là. L'homme rouge n'avait pour vêtement qu'une femme nue, prostrée en travers de sa poitrine, et elle n'avait pour voile qu'un masque de peluche noire. 24 heures auparavant.
Chapitre 8. L'ovule. 24 heures auparavant, Babissus s'approchait de l'œil de bœuf. La vitre ronde était obstruée du côté du cabinet de toilette, observatoire du docteur par 2 volets, en bois plein, que commande une crémone. Il s'avança à tâtons et tourna la poignée d'un geste ferme, avec la même précision qui lui professionnellement fait jouer la vis sans fin d'un spéculum. Les volets s'écartèrent sans bruit, ainsi que des ailes de papillon s'ouvrent. L'œil de bœuf s'illumina du feu doré de toutes les lampes du hall, et ce fut comme un astre qui se serrait levé dans le cabinet de toilette sur l'horizon court de la table du docteur. À cette clarté, les yeux de Babissus clignèrent un peu, ces vagues ou plutôt perpétuellement fixes sur quelques points invisibles dont l'expression, et par une coïncidence mal expliquée, commune à la plupart des grands médecins et à quelques monomanes dangereux, reclus à perpétuité. Il lissa de ses belles mains grasses d'opérateur, l'une chargée de grosses chevalières, la divergence de ses favoris blancs. Il posa sur la table la feuille de papier destinée à recevoir ses observations, sortit son stylographe, consulta sa montre et attendit. Quoique Babissus sût parfaitement, étant d'esprit pondéré et grave, qu'il n'allait observer, de l'autre côté de sa fenêtre ronde, que des êtres humains dans les attitudes les plus normalement et misérablement humaines. Il s'avança vers la vitre, comme il eût approché son œil de l'oculaire d'un prodigieux télescope, emporté sous sa coupole trépidante par de colossales horlogeries, et braqué sur un monde inexploré. « Allons, dit-il, ne nous hallucinons pas. » Et pour chasser la vision, et aussi pour y voir clair sur la table, à écrire, il planta la prise de courant d'une petite lampe à abat-jour turquoise. Le lendemain, il fut bien étonné de trouver parmi ses papiers et toute fraîche de sa propre écriture l'étrange élucubration scientifico-lyrico-philosophique que l'on va lire. Il est vraisemblable qu'il écrivit pendant ses longs loisirs qu'il eut la grandeur durant lesquelles les amants voracement mangèrent et les 10 heures consécutives qu'ils dormirent. Il n'est pas impossible non plus que sa personnalité ait subi un dédoublement singulier et qu'une part qu'il ait chronométrée, contrôlé, analysé, inscrit, vérifié des détails techniques à chaque passage de l'Indien dans le cabinet de toilette. Et que d'autre part, il est transposé, en les généralisant, ces expressions dans cette littérature dont il n'était point coutumier. Dieu est infiniment petit. Qui prétend cela? Non, pas un homme assurément, car l'homme a créé Dieu, du moins le Dieu auquel il croit. Il l'a créé et ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme. Ce sont des vérités acquises aujourd'hui. L'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance, a grandi jusqu'à ce que l'esprit humain ne pût concevoir de dimension. Ce qui ne veut pas dire que le Dieu conçu par l'homme soit sans dimension. Il est plus grand que toute dimension, sans qu'il soit hors de toute dimension, ni immatériel, ni infini. Il n'est qu'indéfini. Cette conception pouvait suffire au temps un peu antérieur à celui où les 2 peuples que nous appelons l'Adam et Ève furent tentés par les produits manufacturés des marchands qui avaient pour totem le serpent et durent travailler pour les acquérir. Nous savons maintenant qu'il y a un autre Dieu qui, lui, a bien véritablement créé l'homme, qui réside au centre vivant de tous les hommes et qui est l'âme immortelle de l'homme. Théorème. Dieu est infiniment petit, car pour qu'il soit Dieu, il faut que sa création soit infiniment grande. S'il gardait une dimension quelconque, il limiterait sa création, il ne serait plus celui qui a créé tout. C'est ainsi que se termine ma lecture du roman d'Alfred Jarry. J'espère que vous avez apprécié et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très vite sur D8.